Bonjour à tous, vendredi 14h30 et des poussières aujourd'hui. Nous avons le plaisir de nous retrouver ensemble pour Interaction, une émission, comme son nom l'indique, interactive. Je vous invite d'ores et déjà à poser toutes vos questions pendant cette émission pour challenger nos amis. Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Et Paul Schworer. Bonjour Paul. Bonjour. Notre gérant, représentant d'Acer Finance qui tient les cordons de la bourse. Une actualité dense. On attaque tout de suite avec cette première partie, tendance. Bon, vous le savez, Interaction, c'est aussi un fonds commun de placement, une SICAV dans laquelle vous pouvez investir une partie de vos économies. Et le but, c'est d'ouvrir cette boîte noire et de gérer ce fonds en toute transparence. On commence, Hubert, avec cette actualité riche qui vient de Suisse, qu'on croyait un pays tranquille. Vraiment, c'est la grande surprise. C'est un choc. C'est un choc. 20% sur la devise. 20% à la hausse. À la hausse, le franc suisse qui vient à 1 euro. Alors, il l'avait fait. Donc, je crois qu'on a un graphique. On était à 1,2. La Banque nationale suisse s'était engagée à maintenir cette parité pour éviter... Elle avait annoncé qu'elle maintenait. Ouais. Et elle a cassé ça. Donc, on se retrouve à 1 euro. Alors évidemment, ça nous remet très en arrière, puisque en 1960, quand on a fait le nouveau franc, 1 euro, un franc, un marque et un franc suisse, c'était la même chose. Donc aujourd'hui, c'est 6,67 fois moins. On voit le pic sur ce graphique, c'est très impressionnant. Comment est-ce qu'on vit une journée comme ça, Paul, quand on est derrière ces écrans et responsable de fonds ? Le marché a été très surpris de ce mouvement. Il ne s'y attendait pas. Ça ne faisait pas partie des scénarios qui étaient couramment évoqués. Et quelques petits malins l'avaient anticipé sur un schéma déflationniste. Mais globalement, l'ensemble des marchés a été très surpris. Et la volatilité a été extrême. On a commencé par baisser sur les marchés actions européens très significativement. Et puis on a regagné dans l'heure qui a suivi, finalement, l'essentiel du mouvement. Et la bourse de Zurich a abandonné 9% en clôture. Elle a perdu plus en cours de séance. Une devise donc, qui reprend 20%, ce n'est pas bon pour les économies helvètes, mais ça peut être bon pour ceux qui ont des francs suisses et qui ont vendu des actions suisses, d'où la baisse de la bourse. Les Suisses se sont enrichis de tout leur autre patrimoine que celui qui est simplement action. Et même certaines actions, l'exemple c'est Nestlé, ont quand même moins baissé qu'elles ne se sont appréciées en euros. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, l'indice suisse a été le plus performant en Europe. Est-ce qu'on a eu des conséquences sur le portefeuille? Juste d'un mot, on en reparlera en détail, mais on a du Lafarge. On sait que Lafarge est en train de se marier avec Holcim. C'est un peu, ça aurait pu faire tanguer le mariage. C'est un peu dans les deux sens. Lafarge a acheté du Holcim. Finalement, les actifs suisses de Holcim se sont quand même valorisés. Ils ne sont pas tous liés à la bourse. La première réaction qui a été rapide, c'était de dire qu'ils maintenaient la fusion sur les mêmes parités. Donc c'est plutôt favorable aux actionnaires de Lafarge et plutôt défavorable pour ceux d'Holcim. Le cours d'Holcim a baissé, celui de Lafarge a monté d'ailleurs hier. Bon, 86. C'est pas mal. C'était bien pour nous. C'est pas mal, c'est bien pour nous. Donc, en revanche, il y a des dommages collatéraux terrifiants, puisqu'il y a par exemple un des grands brokers en ligne du Forex, qui est FXCM, qui est en grave difficulté, qui perd presque 40% à la bourse de New York. Et il y a des appels, il y a des clients qui considéraient comme une certitude ce franc suisse à 1,20 et qui avaient pris des positions avec des multiples considérables, comme offrent ces sites de spéculation sur le Forex. Et évidemment, les appels de marge, les pertes des clients, il va falloir les chercher. Il y en a qui ne vont pas être retrouvés. Bon. Est-ce que ça a des conséquences au-delà? Comment est-ce que vous interprétez ça? Parce que ça, c'est le phénomène avec peu de recul. Si on dézoome un peu, quelles conséquences, qu'est-ce que ça traduit fondamentalement? Ça traduit beaucoup de choses qui sont importantes. Alors, je reviens simplement sur un point. Finalement, globalement, on a terminé la journée en hausse. Et on est en hausse depuis le début de l'année. Sur les marchés européens et français en particulier. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que ça a eu un impact positif. Maintenant, si on regarde plus précisément la décision, ça veut dire que depuis 40 mois, la Banque centrale suisse considérait qu'elle pouvait maintenir un PEG, ça ne lui coûtait pas très cher, puisqu'elle avait payé au départ, mais il n'y avait plus beaucoup de flux. Elle considère que demain, ça va être une chose différente. Ce qui veut dire que, quelque part, elle acte les décisions qui ont été prises au niveau de la Cour de justice européenne, et elle dit, le quantitative easing, c'est pour demain. Que l'euro va continuer sans doute à baisser.
et qu'elle ne pourra pas soutenir cette parité. Elle ne pourra pas en acheter éternellement. Donc ça veut dire que les banquiers centraux suisses misent sur une intervention de la Banque centrale européenne la semaine prochaine. Et il faut en tenir compte pour nos stratégies si elles ne sont pas déjà pricées. Je crois que la semaine prochaine, donc le 22 janvier, tout le monde sur les marchés financiers et un peu au-delà attend une action de la Banque centrale européenne. Donc le passage au rachat d'obligations d'État. Je rappelle que la Banque centrale européenne veut faire passer la taille de son bilan, grosso modo de 2 milliards à 3 milliards. Ce n'est pas en achetant des obligations privées qu'elle va y arriver si facilement que ça. Donc elle n'a pas le choix. En revanche, Paul, la question on en arrive plus à l'élément de langage qui va accompagner ça et puis surtout le montant. Combien ? Alors, l'idée qu'il y a un montant est certainement quelque chose qui est très anglo-saxon. Je ne serais pas surpris que justement la différence que pose la BCE, c'est de ne pas donner de montant. À l'italienne. Est-ce que M. Draghi est florentin ? C'est ça la question finalement. Il l'est certainement, et en tout cas ça lui sera plus facile de piloter sa communication dans une logique comme celle-là. Alors Hubert, vous nous avez apporté un graphique aussi intéressant, je vous demande de nous le commenter, c'est celui du CAC 40 sur une période assez longue. On va s'intéresser qu'à la dernière partie de la courbe. Alors, on l'a dit d'abord, les indices européens sont en hausse depuis le début de l'année, sur un an sont pas très loin de zéro hors dividende et donc d'avoir gagné le dividende pour le DAX par exemple et moins pour le CAC 40. Donc on voit bien que cette tempête, qui est une vraie tempête, elle était une tempête, on va dire, intraday. À l'intérieur d'une journée, on peut faire des 200-300 points d'écart sur le CAC 40. C'est invraisemblable. En revanche, justement, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'au passage du CAC 40 au-delà des 4300 points, donc au printemps 2014, depuis, vous avez une pente droite. Les courbes que vous avez en orange, en vert et en rouge sont les moyennes mobiles, comme on appelle ça, c'est-à-dire les tendances. À 3 mois pour la orange, à 6 mois pour la verte et à 1 an pour la rouge. Et on voit que toutes ces tendances traduisent en fait une stabilisation totale depuis juillet. Le marché ne sait pas où aller. Alors comment est-ce qu'on fait de la performance ? C'est la question puisque nous gérons un fonds d'action européenne. En fait, je pense que ce mouvement traduit une chose, c'est qu'on a cru jusqu'au printemps et même jusqu'au mois de juin que effectivement le schéma de convergence allait être positif et que la croissance, le point d'inflexion de croissance allait être favorable au marché actions. On avait la baisse des taux, la convergence des taux, on avait une croissance qui allait mieux. On a eu à ce moment-là une annonce sur le fait que le dollar allait monter par rapport à l'euro, c'est-à-dire que la faiblesse de l'euro était quelque chose qui rentrait dans la politique de la BCE, et à ce moment-là, les marchés n'ont plus très bien su ce qui allait se passer. Et on a basculé parce que l'énergie commençait à baisser, à rentrer dans un schéma qui est plutôt déflationniste, ou qui a été la peur de la déflation. Avec des inquiétudes sur la croissance aussi, Hubert. Oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un paquet de bonnes nouvelles, hein, le dollar, le pétrole, même les taux d'intérêt. Et puis, en face de ça, se traduit pas dans les chiffres on pédale dans la semoule. Le plus haut de la bourse qu'on voit sur le graphe, c'est la conférence de presse de Mario Draghi, justement de juin, qui dit ce qu'il va faire, tout est beau, et puis finalement, on peut dire d'une certaine manière, les entreprises ne sont pas au rendez-vous dans les bénéfices. Mais c'est comme s'il y avait en fait deux univers, un univers finalement de banque centrale et puis un univers micro qui n'arrivait pas à encaisser ces dividendes. Hein, ça s'évapore en cours de route. C'est-à-dire que l'absence de croissance finit quand même par se retrouver. Et alors, donc, ce qui est important à voir, à mon sens, dans ce graphe, c'est que l'objectif d'Interaction, qui est un fonds de valeur européenne, encore une fois, c'est de créer de la valeur malgré cette tendance à la fois de long terme qui est stable, et pour le moment, il n'y a pas d'indicateur que ça change. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va construire sur le bout de la courbe un retour au-delà des 4500 points comme en juin dernier, et avec des gros écarts. Alors, on a des gros écarts jour par jour sur cette courbe, mais on a surtout des gros écarts intraday. Et des gros écarts qui finalement font un chemin droit. En fait, beaucoup d'énergie dépensée pour pas beaucoup de performance. Tout à fait. On peut cependant se dire que c'est dans ces périodes-là qu'il y a des rotations sectorielles. Et donc, c'est ça ce qu'il faut identifier. Il ne faut pas les louper. Il ne faut pas les louper et il faut aller chercher finalement la valeur. Alors, à propos de rotation sectorielle, est-ce qu'on a des indications à propos des chiffres américains du 4e trimestre qui commencent à tomber ? Alors,
c'est pas si mauvais. Alors, effectivement, il y a l'impact des cours du pétrole sur les prix. Hein. Les prix à la production baissent de 0,3 en décembre, après 0,2. Sur un an, elles montent de 1,1%, donc c'est très très faible. Hein. Mais il y a des meilleures indications, par exemple, sur l'activité industrielle. Les ventes au détail ne sont pas si mauvaises. Ce qui est vrai, c'est que d'une manière générale, la Banque mondiale a quand même... Alors, c'est peut-être un effet retard, réviser les prévisions d'augmentation de croissance, de la croissance, dans le monde entier. Dans l'actualité, encore rapidement, donc l'euro qui est repassé sous son cours d'introduction initiale, c'était en 99. Ça mérite d'être signalé, avec les inquiétudes qui vont avec. On s'inquiétait quand ça montait trop, on s'inquiète maintenant, puis surtout de la vitesse à laquelle ça tombe. Et puis, vous nous avez apporté le chiffre de l'affaire, 3,2%. C'est significatif. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie, c'est le placement qui est fiscalement très aidé et qui bénéficie du fameux effet cliquet, puisque vous repartez l'année suivante, quand vous êtes sur ce qu'on appelle un contrat en euros, vous repartez de l'année suivante avec ce qui a été gagné. Et l'affaire est un peu emblématique et un peu le benchmark. Donc 3,2%. 3,2% l'année dernière, ça paraît absolument inimaginable quand l'État allemand emprunte à moins de 0,40, quand l'État français emprunte à moins de 0,80 et quand l'État américain, même si le dollar monte, emprunte à moins de 1,80. Je vais même plus loin. Quand on regarde ce qui s'est passé sur le marché suisse, aujourd'hui on paye pour prêter à l'État suisse à 10 ans et on paye 0,75%, je crois. Moins 0,75 sur le 5 ans. Ce qui est un horizon qui est assez proche des horizons de l'assurance vie. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce que vous nous dites ? Deux choses. Ça peut théoriquement pas durer. Donc le gouvernement de la Banque de France est à nouveau intervenu hier. Avec le livret A. Il voulait baisser le rendement du livret A, ce que le gouvernement s'est refusé à faire, et en disant aux assureurs, ne faites pas n'importe quoi, parce que vous portez dans votre bilan des risques considérables. C'est-à-dire que quand les taux servis rattraperont les taux de marché, ça ferait quelque chose. Il y a, à mon sens, une conséquence très importante, c'est ce qu'on a vu cette semaine avec ces écarts de 200 points dans la journée. C'est que tous ces gérants d'assurance vie cherchent à apporter un tout petit peu de performance, puisqu'ils ont leur portefeuille de taux. Donc c'est vrai que ce qu'on appelle le portage, si vous gardez des emprunts d'État de 10 ans pendant un an, donc ils auront 9 ans l'année prochaine, vous gagnez 2,2%, toutes choses étant égales par ailleurs, mais néanmoins, tout le monde est en train de devenir ce qu'on appelle un hedge fund, un fonds d'arbitrage, et essaye de gagner sur des différences. La seule chose, c'est que gagner sur des différences, il y a des gens qui perdent sur les différences. Voilà donc c'est quelque part très dangereux puisque les performances passées n'indiquant pas les performances futures, les niveaux actuariels des portefeuilles obligataires aujourd'hui sont inférieurs à 3,20, sauf à aller chercher du risque significatif. Bon, voilà pour les commentaires de l'actualité, une actualité dense et riche. En plus, on est avec des bavards, donc on dérape, on va accélérer pour le tableau de bord. Un seul changement cette semaine dans notre tableau de bord, il s'agit du niveau de dispersion des performances. C'est le feu qui passe du vert au orange sur le graphique, le deuxième indicateur. Paul, un commentaire ? Oui, la volatilité du marché a eu raison de la remontée de la semaine dernière et on est revenu sur un niveau orange. Ça ne change pas énormément le panorama général. Vous nous apportez deux graphiques. L'indicateur de momentum micro, pourquoi ce graphique ? Qu'est-ce qu'il veut dire déjà ? Alors, l'indicateur micro, c'est en fait la révision des bénéfices anticipés pour les 12 mois à venir. Et on voit très clairement que c'est finalement ce qui affecte le marché. Aujourd'hui, il ne voit pas ces révisions de bénéfices augmenter en global. Et donc, de ce fait, on a des indices qui peinent à franchir des plus hauts. Et c'est pour ça qu'on avait cette pente horizontale des moyennes mobiles que nous a présentées. Voilà, c'est un peu la conclusion. Donc, encore une fois, ce n'est que le sentiment de marché, mais il reste pas porteur. Indicateur macro cette fois, autre graphique. Alors, en fait, indicateur macro, c'est plutôt l'indicateur micro. C'est le même indicateur, mais avec un focus sur une période beaucoup plus courte qui est depuis le 31 décembre 2013, sur lequel on a fait apparaître, alors c'est l'échelle de gauche, l'Eurostoxx 600, pour voir un petit peu comment l'Eurostoxx... C'est en vert, c'est la courbe verte. L'indicateur est en vert, effectivement.
il se lie avec l'échelle de droite et on est dans une situation très favorable quand on est au-dessus de 1. Et l'autre élément, c'est l'indice Eurostoxx 600 qui se lie par rapport à l'échelle de gauche. Et lui, il évolue dans le temps par rapport à cet indicateur micro. On voit très clairement, pour nous, c'est l'indicateur le plus important aujourd'hui parce que c'est celui qui nous permet de voir s'il y a de la résilience dans le marché et s'il va pouvoir progresser. Et là, aujourd'hui, on voit très clairement qu'en fait, l'absence de franchissement de niveau supérieur sur les indices européens est liée au fait que, globalement, le momentum des bénéfices n'est pas au rendez-vous et on a donc des révisions de bénéfices négatives. Il suffit que ces révisions se réduisent, enfin, le caractère négatif de ces révisions se réduise et qu'on aille vers un petit mieux pour qu'on ait un franchissement favorable. Moi, j'achète ça. J'achète le fait que ça va se passer. Pourquoi ? Parce que la baisse du pétrole, la baisse du dollar, ça a un effet retard. Et donc, au moment des publications des résultats des entreprises européennes, donc ici 1 mois et demi à 3 mois, on peut attendre un discours plus optimiste des patrons et donc des analystes qui révisent à la hausse. Tout à fait. Juste une précision là, parce qu'on parle, il y a marqué indicateur macro, mais c'est en fait l'indicateur micro comparé à l'Eurostoxx. Tout à fait, tout à fait. C'est le précédent, il y a une erreur dans l'affichage. Voilà, donc c'était un petit zoom, on a bien compris. Mais donc on peut imaginer que ce rebond de 0,6 à 0,8, comme vous le voyez, se poursuive à la faveur des discours, non pas des publications de résultats elles-mêmes, mais des discours, parce que si vous vous souvenez, il y a un an, la grande inquiétude, c'était le niveau du dollar. Les patrons disaient tous, on ne peut pas gagner d'argent avec le dollar. Là, ils ne pourront plus dire exactement la même chose. À propos de dollar, donc vous nous avez apporté un autre graphique, pétrole et dollar, le couple. Oui, tout à fait. C'est essentiellement pour voir l'ampleur du mouvement qu'on a eu sur le dollar. Alors déjà, une première précision qui me paraît intéressante, c'est que le mouvement de baisse de l'euro par rapport au dollar, si on le prend dans sa tendance forte, il a commencé au lendemain du début de la crise. Donc on n'est pas dans quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'accélération que l'on connaît depuis le mois de juin, depuis que M. Draghi a parlé et a dit qu'effectivement, il soutenait cette dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Et en parallèle de cela, il est intéressant de regarder quel est le comportement du pétrole. Alors, il y a deux types d'informations. Il y a une première information sur les niveaux du pétrole à travers le temps, et on voit qu'on a l'habitude de se stabiliser, et que dans l'étape intermédiaire qui était entre les années 2000 et 2007, on a eu une explosion du prix qui est certainement liée à la Chine, à l'arrivée de la Chine dans l'OMC, et donc c'était un des drivers essentiels de ce mouvement de hausse excessif aujourd'hui qui a pénalisé l'Occident. On est certainement en train simplement de revenir dans un niveau qui est un troisième niveau, et on voit qu'il y a une parfaite corrélation entre la baisse du dollar la baisse de l'euro par rapport et la hausse du dollar donc et la baisse du pétrole. Voilà. Et ce qui fait que en général ça permet de générer des revenus qui se compensent plus ou moins pour les pays producteurs. Peut-être, mais on a l'habitude de dire que c'est un transfert, que la moitié, cette baisse du pétrole va faire un transfert de 1,8 à 2% de PIB mondial vers les pays consommateurs. C'est-à-dire vers nous. C'est-à-dire vers nous. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les bénéfices des entreprises vont avoir un sens qui sera probablement plus en tout cas, haussier. Ça c'est votre acte de foi, Hubert, votre conviction. On va voir si on suit ça dans la gestion. Donc du coup, on concentre tous ces graphiques, toutes ces analyses en une météo qui ne change pas. On reste en zone 3, c'est-à-dire nuageux avec des éclaircies ou le contraire du soleil avec des nuages. Ça dépend si l'on est optimiste ou pessimiste. Tout à fait. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la deuxième partie. On va voir notre troisième rubrique, la rubrique performance. Alors, une performance qui se décompose à l'aide de 3 graphiques, la big picture, depuis la création du fonds Interaction, comparé au benchmark, le CAC 40, et puis sur une semaine, c'est le premier graphique. Je vous laisse le commenter, messieurs. On est un peu en retard, toujours. On est un peu en retard. On paye le fameux mode 3 qui nous conduit à être assez conservateur. On va rentrer dans les secteurs aussi. Il y a des secteurs qui sont
presque mondialement pénalisés et qui figurent dans le portefeuille probablement pour trop, puisqu'on on fait un peu moins bien que l'indice. On paye néanmoins le mode 3 qui ne devrait pas durer éternellement. On paye le mode 3 et aussi peut-être le fait d'avoir décidé de ne plus être corrélé ni à Total ni à Sanofi ou pas? Alors, sur le court terme peut-être, à l'analyse hebdomadaire, oui certainement. À l'analyse sur le moyen terme, je pense que la diversification, qui est quand même un des choix forts, puisque quand on rentre une valeur, on a plutôt un objectif d'être à 3,5-4 et pas du tout de tenir compte de leur pondération dans l'indice, c'est une diversification des moteurs de création de valeur et ça doit, dans la durée, apporter beaucoup plus de résilience et créer de l'alpha. D'accord. Alors, par ailleurs, il ne faut pas non plus en rajouter, les personnes qui nous ont fait confiance le 24 octobre gagnent quand même 4% depuis. Oui. Et donc, on peut pas... point n'est besoin de s'auto-flageller, voilà. Il faut relativiser cette performance, mais comme c'est construit en toute transparence, il faut aussi expliquer. Et alors, le CAC 40 le lui-même retard. étant un CAC 40 dividende réinvesti, donc qui n'est pas le CAC 40 brut que vous pouvez voir sur Boursorama, par exemple. Chez votre broker traditionnel. Bon, alors on enchaîne avec la répartition sectorielle. Comment elle se décompose celle-ci? Qu'est-ce qui a bien marché et moins bien fonctionné cette semaine? Alors cette semaine, si on fait un regard très rapide, on se dit c'est les semi-cycliques qui surperforment, globalement. Maintenant, il y a aussi... On rappelle peut-être les semi-cycliques d'un mot, des valeurs comme quoi? C'est les valeurs qui, dans le portefeuille, on le verra plus tard, sont en fait Lafarge, c'est aussi Schneider, c'est Eurotunnel, c'est Vinci, c'est Bouygues. Et pourquoi on les appelle semi-cycliques? Ce n'est pas des cycliques purs? Parce qu'en fait, il y a une inertie plus forte. Elles sont moins sensibles à la cyclicité de l'économie. Voilà. C'est un petit peu. Alors les défensifs le sont beaucoup moins, mais c'est un peu le schéma. Donc les semi-cycliques, le choix des semi-cycliques était un bon choix. Ouais. Ça nous le confirme, puisqu'on est à 25%. Oui, tout à fait. C'est beaucoup. C'est en revanche les défensives qui marchent un peu moins bien cette les semaine. Défensives, oui. Le problème, c'est que c'est beaucoup de choses, les défensives, on va y revenir, et ça comprend des valeurs d'abonnement qui sont, pour une part, liées à l'énergie, et ça, on n'y veut pas grand-chose. Et je crois qu'il est utile de préciser que si l'année dernière, en fait, on se focalisait sur la logique des cash flows positifs dans une entreprise, en 2015, on est en train de regarder beaucoup plus la nature du résultat, justement, parce qu'on a été un peu déçus sur le rythme auquel les révisions allaient. Et donc, en fait, on va regarder si... Les marges sont préservées. Les marges sont préservées. Et donc, en fait, deux choses. On peut avoir des entreprises dont le business model, dans la perspective, est rétabli et ils sont face à une croissance qui est assurée, avec des marges qui vont augmenter, donc un potentiel réel. Et puis, on peut avoir des entreprises qui sont dans une phase de restructuration. Et qui gagnent de l'argent en faisant des économies. Et ça, c'est moins bien. C'est moins bien, mais jusqu'à présent, on a joué sur ces entreprises-là l'amélioration du dividende. Là où ça devient différent, c'est comme dans le cas de Total qu'on a sorti du portefeuille, c'est de se dire, finalement, ces entreprises-là ne vont peut-être pas pouvoir tenir leurs dividendes, il va y avoir des révisions, donc on n'y voit pas très clair, et là, il vaut mieux alléger. Santander, la semaine dernière, on s'en souvient, ça nous amène au portefeuille, si on regarde un peu les performances et contre-performances de la semaine dans le détail. Donc on voit toujours cette performance de... alors moi j'ai pas. En fait, c'est Essilor Essilor, Faurecia, Unibail, Schneider. C'est les premières lignes du tableau qui sont les plus performantes. Alors, on peut noter que Faurecia a eu une très très belle performance. On en avait parlé. On a parlé la semaine dernière. Et on a même envisagé d'acheter du Valeo, ce qu'on va peut-être envisager tout à l'heure. On va y revenir. Les analystes ont fait des déclarations de révision à la hausse des bénéfices, donc ça c'est quelque chose de positif et ça a été salué par le marché. On a des entreprises qui sont peut-être un peu moins phares dans notre discours, c'est Renault et Crédit Agricole qui ont très bien performé cette semaine. Il y a Orange, Eurotunnel et Schneider. Alors, je ne vais pas juste dire un mot, on va y revenir, mais Essilor est un exemple, c'est la consommation. La consommation, on en a parlé la semaine dernière en s'interrogeant sur Pernod Ricard, qui redevient à la mode après des années difficiles, même sur Danone, peut-être L'Oréal, même si L'Oréal avec ses actions Nestlé est une situation compliquée, mais avec son partenariat Nestlé, mais à monter.
le portefeuille peut-être, et on voit bien dans sa construction de performance, a peut-être intérêt à aller chercher un peu plus de consommation cyclique et un peu moins de défensive. On va revenir sur le débat de tout à l'heure. C'est pas la bonne séquence. Là, pour l'instant, j'aimerais qu'on finisse juste à analyser la performance et la contre-performance. On continue à traîner Néopost. Néopost, c'est très dur. C'est le boulet. C'est un peu le sujet. Globalement, aujourd'hui, la conviction des gérants reste de dire on est dans une valeur qui transforme son modèle et il y a un potentiel à l'arrivée. L'histoire n'est pas achetée par le marché. Voilà ce qui se passe. Non, et donc, on pèse. Quoi qu'il arrive, Néopost, même s'il est en train de transformer son modèle, est lié pour une part au courrier. Et le courrier, c'est pas quelque chose que, intellectuellement, on a envie de mettre en portefeuille. Alors, il y a cet élément-là. Une des raisons aussi pour lesquelles on l'avait sélectionné, c'est le dollar. Et force est de constater que ce n'est pas nécessairement ce qui a payé, même sur l'ensemble des valeurs. Il faut être... KPN, qu'on a rentré la semaine dernière. Donc on a amorcé une ligne, puisqu'on est à 1,59. Et qui pèse un peu là, cette semaine. Justement, donc on le rentre et on le rentre tranquillement, juste pour profiter de ce mouvement de baisse qui n'est pas dramatique. Mais l'histoire qu'on joue ne se joue pas à court terme. Très bien, voilà, on va passer à la gestion à proprement parler. Quatrième et dernière partie d'Interaction. Voilà, donc Hubert, c'est le moment de dérouler vos arguments. Donc la semaine dernière, juste pour résumer, on a amorcé une ligne du KPN, donc il fait maintenant 1,6% du portefeuille, et on est sorti de la Société Générale, et on est totalement sorti de Total, ce qui donne au portefeuille un profil qui est quand même très légèrement différent et moins orienté pétrole. Donc ça c'est le premier point. Donc cette semaine, déjà, l'actualité des valeurs, Accor finalement résiste assez bien puisqu'il y a eu un petit choc, si j'ose dire, puisque il y a eu des baisses évidemment de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie à la suite des attentats de la semaine dernière. Donc le marché a un peu réagi, mais a réagi finalement de manière extrêmement raisonnable. EDF inquiète plutôt, en revanche. EDF, c'est une affaire extrêmement compliquée. La valorisation d'EDF est dans le prix, dans l'allongement des durées des centrales. Alors là, c'est de la politique très largement autant que de la finance, donc ça nous dépasse peut-être un peu. Mais c'est plus que de la politique, ça va sans doute être aussi de la raison économique bête et méchante, parce qu'on a besoin d'électricité, on va avoir besoin mécaniquement d'allonger la durée de vie. Vous pensez qu'il y a encore un débat au sein du gouvernement ? Moi, je pense qu'il y a un débat, parce qu'il va falloir... Il y a un affichage, il va falloir en fermer une. Et donc, même si le plus simple, ça serait d'annoncer la fermeture d'une d'entre elles 3 mois avant l'élection présidentielle et puis de remettre ça un autre jour. Mais non, c'est quand même une affaire compliquée et c'est quand même une valeur d'abonnement magnifique et tout ce qu'on veut, mais qui est quand même liée à l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait d'EDF ? EDF, en fait, là aujourd'hui, on se pose la question de savoir si ce qu'on avait identifié sur Total, à savoir la révision du bénéfice et qui a justifié qu'on sorte complètement Total, ce qui est un choix assez conséquent, puisque c'est plus de 10% de l'indice. Dans le cas d'EDF, on se pose la même question. Est-ce que, finalement, on peut tabler sur une révision haussière des dividendes à venir? C'est moins que certains, et du coup... Oui, parce que l'État à 80%, il a besoin d'argent, il faut le rappeler. Les dividendes, il y a une pression. Les bénéfices, il y a un nouveau président. Et un nouveau président, ça provisionne. C'est presque fait pour ça. Moi, j'ai le sentiment, cela dit, on en avait déjà parlé la semaine dernière, que EDF est un peu moins dangereux que GDF Suez, qui lui gère en plus la suppression des centrales atomiques en Belgique. Alors, Paul, est-ce qu'on fait uniquement se poser la question ou est-ce qu'on décide d'alléger, de vendre? Que fait-on? Pour l'instant, en fait, on voudrait continuer à vendre Repsol. C'est-à-dire, ça nous paraît être la priorité. EDF, il y a de fortes chances pour qu'on ait commencé à l'alléger dans la semaine.
D'accord. Voilà. Donc, allègement de Mais l'EDF. Repsol, Et alors, Repsol, le dossier Repsol, c'est autre chose, ça. C'est une société de services pétroliers. C'est la dernière des choses à avoir, sauf en très forte spéculation. Vous avez entendu que Schlumberger lance un plan de réduction d'effectifs sans précédent. Même s'il y a des OPA dans le secteur, c'est trop compliqué. Le pétrole, c'est déjà difficile. Alors, les dérivés, les valeurs dérivées qui vont plus vite que le pétrole, c'est très casse-gueule. Hein, parce que le pétrole n'est pas prêt de rebondir, là. C'est ce qu'on entend et puis même, beaucoup. Enfin, le pétrole devrait se stabiliser. Alors après ça, il va y avoir un certain nombre d'agitations. On peut descendre encore un peu en dessous. Goldman Sachs disait $42 dans quelques mois. Le même Goldman, c'est celui qui disait $200 il y a 2-3 ans. Donc. C'est un business aussi. Bon, oui. Donc, voilà. Ce qu'on sait de façon concrète, c'est qu'un certain nombre de pays ne bouclent pas leur budget dans les pays producteurs et pas des moindres, quand le pétrole est à $40. Donc ils peuvent tenir un certain temps, ils ne tiendront pas indéfiniment. Mais en revanche, il ne va pas y avoir beaucoup de gens pour investir dans la recherche, dans la mise en service de nouveaux puits. Et donc, les valeurs de services pétroliers, quand même, sont très sous pression. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait de Repsol, alors ? Donc, Repsol, on continue de vendre et on le sort complètement. Donc, on aura de ce fait plus du tout de pétrole dans le portefeuille. Ce qui amène à regarder avec un peu plus de vigilance le fait de sortir aussi complètement toute la partie énergie, EDF et GDF. Donc c'est les deux valeurs qui sont sous pression aujourd'hui. Très clairement, on est en train de travailler le sujet pour savoir est-ce qu'on sort finalement totalement GDF, est-ce qu'on sort un peu plus de GDF que d'EDF ou est-ce qu'on sort de façon équivalente l'un et l'autre. Il y a une question, que moi je voudrais poser, et sur lequel j'ai une opinion évidemment, c'est l'exposition bancaire. Je pense qu'on est très exposé en banque, même si on a vendu la Société Générale, à un moment où les premiers résultats des banques américaines montrent de multiples problèmes. Des provisions, on gagne moins d'argent sur les taux, il n'y a pas besoin d'être très malin pour dire que même si la courbe des taux reste pentue, il y a moins de marge. C'est quand même pas facile de continuer à avoir une proportion de banques. Je ne parle pas d'assurance, on a de l'Exor, on a de l'Allianz, mais les banques, on a éliminé, je dirais, presque la plus dangereuse ou la plus risquée, mais je pense qu'il faut qu'on se pose la question, pas encore forcément aujourd'hui, sur la réduction du poids des bancaires. Paul. Alors, les bancaires, on a déjà sorti Société Générale. Donc le risque russe, on l'a un petit peu éliminé. La vraie question, c'est que je pense qu'il y aura beaucoup d'informations dans la déclaration de M. Draghi. C'est-à-dire que le quantitative easing peut être très favorable ou pas du tout favorable pour les établissements bancaires. Et la nature des décisions va nous donner des indications sur ce qui va se passer. Si on suit les Suisses, on devrait rester sur les banques, en fait. Pas sûr, justement. Et puis, il y a d'une part le quantitative easing, il y a finalement... Aujourd'hui, on a Crédit Agricole et on a Santander. Santander, c'est une histoire qui change puisque finalement, la présidente nous dit « Je vais distribuer du dividende, je vais vous donner de l'argent », ce qu'elle ne faisait pas avant. Dans la situation des autres banques, on est dans un schéma où est-ce que c'est les dividendes, est-ce que c'est des amendes qui vont tomber? Est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la réglementation qui va récupérer une partie de c'est toutes ces questions-là. Là où je m'interroge, c'est que moi je vois pas ce qui peut faire monter les banques. Les banques, elles valent plus ou moins 80% ou un peu plus de leurs fonds propres. Pourquoi est-ce qu'elles vaudraient plus? Pourquoi est-ce qu'elles vaudraient moins d'ailleurs? Dans les deux sens, alors il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Je ne vois pas le driver, comme on dit, de bonnes nouvelles devant. C'est pour ça que je suis plutôt réservé. Je l'entends, c'est quand même dans le CAC une pondération assez significative. J'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, bon, on est équilibré, on n'est pas... et on a fait des paris... C'est le fameux risque 3, on est équilibré. Oui, c'est-à-dire qu'on a à peu près la même pondération que dans l'indice. En financière, en banque, on en a beaucoup moins.
Et on a un choix qui est Santander plutôt que qui elle-même est très dégradée. Donc en fait, Paul s'accroche aux banques pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Plus sur l'énergie, les autres dossiers. Nouvelle de la semaine. Il y a eu ces chiffres d'affaires donnés par Casino et Carrefour qui sont plutôt meilleurs que d'habitude, notamment pour Carrefour, qui rattrape un peu Casino, mais les deux sont positifs sur la France. Et je m'interroge à nouveau, un peu comme la semaine dernière, sur la consommation. Alors on a de l'Essilor, mais on est absent de grands Donc là, dossiers. ça serait du cycle pur, c'est plus du cycle de la consommation, mais même de la consommation obligatoire, si j'ose dire. On n'est pas ou peu présent dans la consommation, il y a des tas de raisons, et qui étaient bonnes. J'ai le sentiment que quand même cette affaire de pétrole, c'est quand même du pouvoir d'achat. On peut le prendre dans tous les sens, c'est du pouvoir d'achat. C'est du pouvoir d'achat. L'histoire. Enfin, moi, je ne mettrais pas sur le même plan Essilor et Carrefour ou Casino. Non, Carrefour, c'est pas pour faire du Carrefour. C'est pour dire que Carrefour est en train de vendre d'autres trucs. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas avoir du Danone pour aller rapidement Pour l'instant, je pense qu'en fait, l'idée qui a été évoquée la semaine dernière, à savoir Pernod Ricard, est peut-être plus consistante. C'est plus mondial. Voilà. Déjà. C'est plus consistant pour nous dans notre et valeurs et coût de l'énergie, et coût des matières premières qui baissent aussi. Alors Carrefour, techniquement, c'est quand même une histoire qui s'est vraiment restructurée, qui a une belle dynamique depuis quelque temps. Il y a des niveaux techniques sur les cours qui pourraient justifier qu'il y ait une accélération. Pour l'instant, ils ne sont pas franchis. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas Carrefour, c'est plutôt les vraies valeurs de consommation qui sont un peu absentes. Ricard, puisqu'on en parle, on tourne autour. Est-ce qu'on fait quelque chose cette semaine sur Pernod ? Non, je ne crois pas qu'on fasse sur Pernod. Je pense qu'on aura plutôt tendance à continuer à acheter KPN. Alors pourquoi KPN ? Donc KPN, c'est toujours la même chose. On se renforce dans les télécoms. C'est le France Télécom. On a Faurecia et Valeo sur lesquels on avait envisagé de rentrer une ligne. Alors, on est sur Faurecia. On y est sur Faurecia déjà. La question, c'est... Mais on va renforcer. L'idée, c'était de renforcer, donc ça serait de le faire. Et de faire aussi du Valeo. C'était les deux idées qui avaient été évoquées. Je crois que c'est celles qui sont dans l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une envolée qui a été très brutale juste derrière. Donc, on a voulu attendre de voir ce qui se passait réellement et s'il n'y aurait pas un petit retour qui serait une opportunité pour mettre en application la décision qui avait été prise. Alors, il y a une question, par ailleurs, très important, puisqu'on n'a plus de Total, c'est l'autre poids lourd, c'est Sanofi. Alors Sanofi, après l'alerte sur le chiffre d'affaires, qui était le chiffre d'affaires de la Lantus, il y a eu le choc, on est sorti, ça se stabilise, et le news flow, comme on dit, le flux de nouvelles est plutôt positif. Il y a des accords, il y a de nouveaux marchés qui s'ouvrent, etc. Oui, alors là justement... Sanofi, c'est plutôt l'histoire qu'on a envie d'acheter. On attend toujours une nouvelle direction aussi, après l'intérim de Weinberg. Peut-être qu'on peut attendre, peut-être qu'on peut anticiper, là, pour le coup. Parce que, effectivement, ce qui est annoncé, la mauvaise nouvelle, elle est derrière. La mauvaise nouvelle sur le diabète. Alors, le diabète, c'est un marché gigantesque. Sanofi, est-ce qu'on revient sur Sanofi ? Oui, je crois que vraiment, on revient sur Sanofi. L'histoire est stabilisée. Le risque est bien moindre que celui qu'il était. C'est certainement le moment de revenir sur Sanofi. Donc, ça fait... Alors, pour résumer, on renforce KPN, on renforce Faurecia, on entre sur Valeo, on rentre sur Sanofi, on vend Repsol et on réfléchit sur EDF et GDF Suez. Voilà. C'est bien résumé. C'est tout à fait résumé. Dans l'esprit de ces arbitrages. Tout à fait. Bon, ça fait pas mal de mouvements cette semaine. Tout à fait. On n'est pas immobile. Mais comme on l'a dit, pour faire de la valeur dans des marchés qui ont une tendance stable, même si on espère en sortir... Il faut faire de la rotation sectorielle il faut faire de la rotation. Et jouer les bons chevaux, en quelque sorte. Oui, c'est vraiment un travail sur est-ce que cette entreprise a mis en place une transformation qui fait qu'elle rentre dans un modèle de croissance stable, ou est-ce que c'est simplement la défense des intérêts des actionnaires qui justifie qu'elle ne tombe pas ? On parle de qui ? Globalement, dans l'ensemble du portefeuille. D'accord, pardon. Mais, dernier mot de conclusion, Hubert ? Je pense que le fait d'être sur un fonds
comme celui-là, offre un avantage, c'est d'essayer de s'extraire un peu de la volatilité. Pas forcément de la volatilité jour le jour, encore une fois, intraday, avec un ensemble d'acteurs, et notamment les acteurs de l'assurance vie, mais pas seulement, et c'est des sommes considérables, qui sont devenus des fonds d'arbitrage. Et c'est très compliqué de rentrer au bon moment, de sortir au bon moment. On en rentre dans le jeu à somme nulle, et le jeu à somme nulle, il y a des gagnants et des perdants. Il faut jouer les bons courants. En fait, si on reprend Orange est passé d'un statut au cours de l'année dernière d'entreprise qui faisait du dividende à une entreprise dont on pense qu'aujourd'hui, elle porte un développement d'avenir. Et ça se voit bien dans le portefeuille. C'est-à-dire qu'en fait, Telefónica est encore un peu une entreprise qui est au cœur des restructurations, même si elle va très bien et qu'elle est dans le portefeuille. Orange est déjà un peu plus en avant, de notre point de vue, dans la structure du portefeuille. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Merci messieurs, merci à vous de nous suivre avec assiduité. Je vous encourage à poser vos questions tout au long même de la semaine sur les émissions, sur la publication qui précède, pour nous alerter si vous n'avez pas l'occasion de nous regarder en direct. Et bien sûr, vous pouvez après commenter en replay. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci.